mettez soin nous sous nous. Sans besoin, mettez en route, arrêtez le chemin. On allait, voici la paix montée. Camarades, sous que qu'on nous mettez soin nous sous nous. Sans besoin, mettez en route, arrêtez le chemin. On allait, voici la paix. Les actions de développement s'appuyant sur les exploitations familiales, dont on a pu montrer ici et là tout à la fois l'importance, la diversité et l'efficacité, sont en fait l'initiative d'individus volontaristes s'appuyant sur les organisations privées ou d'églises et des paysans eux-mêmes, bien entendu, et tous ces gens travaillant en marge des gouvernements. L'État, pour sa part, ponctionne le monde rural, feignant d'ignorer la question paysanne, tout en s'en servant volontiers comme alibi pour récupérer des aides auprès des gouvernements étrangers. En fait, sous-jacent à ces pratiques, c'est la conviction profonde qu'ont les instances dirigeantes que le paysan est le mal du pays, qu'il est à l'origine de cet état de sous-développement. Et que le développement d'Haïti, car tout un chacun s'en préoccupe, ne pourra passer que si on convainc ces nègres mônes, ces nègres gros orteils, d'évoluer, de changer de mentalité, même sous la contrainte. Ou plus simplement et plus radicalement, de bâtir le développement à côté des paysans avec des éléments plus ouverts au progrès, plus modernes. C'est ainsi que régulièrement, encouragés par les pays étrangers, dans le cadre d'accords bilatéraux, des plans de développement s'appuyant sur des techniques avancées, modernes, sont annoncés. Ces plans, lorsqu'ils sont mis en œuvre, se déroulent généralement dans l'indifférence la plus totale. Toutefois, lorsqu'il s'agit de propositions offensives, touchant des points clés des systèmes de production ou visant à des bouleversements dans l'environnement économique, les dégâts causés à la société rurale peuvent être particulièrement désastreux. Les récents choix effectués lors du programme de repeuplement porcin suite à l'épidémie de peste porcine, ainsi que la nouvelle politique de libéralisme excessif des dirigeants de l'après-duvalierisme, sont là pour nous prouver, s'il en était besoin, le formidable fossé séparant paysans producteurs et classes dirigeantes. En 1978, un fléau en provenance de la République dominicaine voisine s'est abattu sur le cheptel porcin haïtien. La peste porcine africaine décimait en quelques années les 2/3 de l'effectif national. En l'absence de remèdes et de vaccination efficaces contre cette maladie, il fut décidé de procéder, comme antérieurement en République dominicaine voisine, à l'abattage de la totalité des porcs d'Haïti. Il s'agit là d'une véritable catastrophe, puisque la majorité des exploitations entretiennent un à plusieurs porcs, procurant des revenus monétaires indispensables à l'équilibre économique d'une grande partie des quelques 800 000 familles concernées. Durant ces 10 années du processus épidémie, abattage, repeuplement, le manque à gagner des paysans qui, durant cette période, n'ont pu élever de cochons, se chiffre en plusieurs centaines de millions de dollars. Le projet d'éradication de la peste porcine africaine et de développement d'élevage porcin fut élaboré conjointement entre les gouvernements d'Haïti et ceux de 3 des grands pays proches, États-Unis, Canada, Mexique, avec l'appui des institutions internationales, FAO, Banque interaméricaine de développement et Institut interaméricain des sciences agricoles. De 81 à 83, il fut procédé contre remboursement à l'abattage systématique des quelques 400 000 porcs encore vivants. Après une période de sentinellisation, c'est-à-dire d'introduction de porcs sentinelles sur lesquels des tests réguliers sont effectués afin de contrôler la disparition effective de la maladie,
Haïti fut déclarée en 1984 indemne de peste porcine. La phase de repeuplement avec des animaux sains pouvait alors commencer. Dans l'esprit des responsables du projet de repeuplement porcin, il s'agissait de profiter de cette situation assainie du fait de l'absence conjoncturelle de porc pour bâtir, et nous citons le projet, une industrie porcine rentable. En effet, les nombreux élevages paysans qui entretenaient quelque 1 200 000 porcs et qui fournissaient la quasi-totalité de la viande porcine du pays jusque-là, étaient jugés par les responsables trop archaïques. C'est un cochon qui a 5 ans. Cochon, hein? Pendant presque 5 années, on ne l'a pas nourri énormément. Il est resté au même poids. Et qu'est-ce qu'on lui donne à manger pour le faire tenir pendant ces 5 années? Eh bien, surtout de l'herbe. Peut-être de l'herbe sûre ou de l'herbe balai ou du balai amer. Voici une herbe qu'on appelle wash-wash. Et puis, Ensuite, on donne quelque chose qui s'appelle les coupes-colonnes, une autre herbe. Voilà, c'est ce que les gens ici font pour maintenir un cochon, n'est-ce pas? Ils le mettent au piquet dans une pâture où il y a de l'herbe. bon, grand pile. Il est vrai qu'il y a un tas de spécialistes, comme on dit, des zootechniciens, ou une série de gens qui se spécialisent dans les questions d'élevage. Alors, leur tendance est de faire produire en Haïti beaucoup plus de viande par le moyen des grands élevages modernes, des grandes installations, quoi, des entreprises d'élevage. Alors, le problème qui se pose, et ces gens-là considèrent que les cochons créoles, c'est une race qui ne vaut rien et qu'il faut mieux la remplacer par un autre cochon qui puisse produire plus de viande. Des cochons qui peuvent donner plus de rendement. Alors, ce point de vue-là, je ne dis pas qu'il n'est pas fondé. Mais si vous prenez un cochon, un large white, ou un autre cochon étranger, pour le mettre dans des conditions d'élevage paysan ici, dans ces conditions, j'ai l'impression que ce cochon ne tiendrait pas une semaine. Ces cochons sont des cochons sélectionnés qui doivent recevoir une alimentation normale et être dans certaines conditions pour qu'ils rendent. Mais attacher un large white ici, sur de l'herbe, pendant 3 jours, pour qu'il mange de l'herbe, imaginez bien ce que ça veut dire. Eh bien, il ne te donnera même pas la chance de garder une semaine. Il sera crevé avant, tout simplement. Laissez-la dans les conditions paysannes. Je ne crois pas qu'il y ait une race de cochons importée ou une race de cochons dite améliorée, qui soit capable, compte tenu de ces conditions, de donner un rendement supérieur à ce cochon-là. Parce que lui, il est adapté au système paysan. À la faveur de la phase de repeuplement de ces 3 dernières années, le gouvernement haïtien, en étroite collaboration avec l'Agence américaine pour le développement et les institutions internationales, BID, FAO, IICA, a mis en place différents plans de développement de l'élevage porcin. Ceux-ci ont pour objectif de mettre en place des élevages de différentes tailles, de type industriel, fonctionnant sur les mêmes principes que les élevages nord-américains ou européens. Dans ce contexte-là, le travail de la sélection consiste donc à fixer un objectif, à savoir, dans l'élevage porcin industriel, cet objectif est celui de la rentabilisation de l'unité d'investissement, puisque, étant donné les problèmes de main-d'œuvre rencontrés, les coûts de main-d'œuvre, étant donné les bâtiments, le coût des bâtiments, étant donné tous ces éléments-là, on a été amené à fabriquer de l'aliment qui correspond le mieux aux besoins de l'animal, d'une part, et d'autre part, à concentrer ces animaux pour réduire les amortissements par tête d'animal. Donc on a eu des problèmes sanitaires forcément, puisque la concentration d'animaux n'est pas toujours accompagnée de garanties sanitaires, donc nécessite des protections sanitaires, des contrôles. Alors dans ce contexte-là, on a défini un objectif qui était de produire de la viande, le maximum de viande, en essayant de standardiser au maximum ce qui pouvait modifier cette production, à savoir l'alimentation essentiellement, puis les conditions d'élevage, les systèmes d'élevage, l'habitat et les pratiques. On peut dire d'ailleurs en ce sens qu'à une race correspond un système d'élevage, ou un système et l'image d'un système d'élevage, lié au fait de l'objectif de sélection. Donc élevage industriel égale
meilleure valorisation par une race sélectionnée dans un système industriel. L'alimentation, forcément, n'est pas limitée, parce que, sauf là aussi, dans les pratiques d'élevage, on a certaines séquences dans la vie d'animal et on est obligé de rationner l'animal pour améliorer sa production. Mais pour ce qui est de l'engraissement de l'animal, l'alimentation est à volonté, bien évidemment. Ici, on se trouve dans un élevage industriel où les truies qui sont présentes devant vous sont localisées dans un bâtiment correspondant à un stade physiologique bien précis. Ce sont des femelles gestantes qui attendent de faire leur mise bas. Alors là, on a une loge de maternité, une case de maternité où vous voyez la truie attachée. C'est pour éviter qu'elle se déplace inutilement, voire qu'elle écrase ses petits. Vous voyez qu'il y a un apport d'alimentation qui lui est fait dans une auge qu'elle a en face. Et enfin, vous voyez qu'il y a une petite caisse dans laquelle il y a une lampe infrarouge qui permet de chauffer les porcelets, puisque même en milieu tropical, on a des écarts de température qui font que ces animaux industriels, de systèmes industriels, souffrent parfois de températures trop basses. Alors, les cochons vont se mettre au chaud, les jeunes porcelets vont se mettre au chaud dans cette case. Des centres de multiplication relayés par des centres secondaires, gérés par des éleveurs disposant de capitaux suffisants, qui par des organisations caritatives, qui par des organisations communautaires paysannes, ont permis de distribuer en 3 ans plus de 250 000 porcs, dans leur grande majorité de race New Hampshire, Large White, soit environ 20% du cheptel porcin initial. Ainsi, à la faveur de la forte demande en animaux vivants, des unités de production de différentes tailles ont pu être mises en place selon un système d'élevage s'inspirant du modèle industriel. Ici, c'est la maternité, il y a 14 chambres de mise bas. Et actuellement, il y a 10 truies qui ont déjà mis bas et il y en aura 2 autres d'ici la fin de la semaine prochaine. Et donc, comment est conduit cet élevage Il est complètement à la façon moderne. Ils reçoivent des rations préparées qui sont complètes avec du soja, du sorgho, un peu de son de blé. Vous préparez ici? Tout est préparé ici. Vous achetez les aliments, vous les mixez selon les... À la ferme. Alors, nous avons des réservoirs pour ramasser l'eau de pluie. Et les porcs reçoivent leur eau directement ici. Oui, c'est ça. Et ça représente un... Ça représente un gros investissement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Chacune de ces maternités coûte environ $150. 150 $. Le coût de fabrication. Et ensuite, tout compris, les cages. Ça également. Les cages uniquement. La cage coûte 150 $. Ouais, c'est ça. Parce que il y en a 14. Le coût de ce bâtiment, par exemple. Il y a près de 40 000 $ là. 40 000 $ le bâtiment. Ça représente quoi comme alimentation pour ces 200 têtes à l'engraissement par jour? 200 têtes, mange 4 livres par jour, ça fait 800 livres. 800 livres, donc 400 kilos. Ça représente quel coût par jour? 800 livres à 10 $ les 100 livres, ça vous fait 80 $ par jour. 80 $ par jour. Donc pour arriver à un cochon gras prêt à l'abattage... Il faut compter 800 livres. Il faut compter 800 livres par tête, ce qui fait un total en 80 $. 80 $ en coût de production uniquement pour l'alimentation. Oui. Pour une bête que vous vendez à peu près... 160. 160. Donc là-dessus, il faut déduire les investissements. Oui, le coût du porcelet. Le coût du porcelet. Le coût du porcelet, l'investissement, le personnel. Quel type d'unité vous voyez pour les paysans? Le paysan ne devrait pas avoir plus que 2 truies. 2 truies. Et peut-être 4 castrés à l'engraissement. Au total, 6 animaux. 6 animaux. Et puis, quand il a grandi au plus, et puis quand il a fait deuxième partie, ça là. Donc, ça fait combien de cochons qu'il a? Bon, ça fait là 36 cochons. 36 cochons, combien mamans? Et 4 mamans, et puis il y a 3 trucs qui viennent à un moment pour croiser. Et puis, il y avait 16 châtrés. Et puis, avec l'autre jeune qui fait criver. Belle installation. Belle installation. Donc, ça fait combien de temps vous commencez ça? C'est dans le centre d'empeuplement qui voyez-vous pour ici? Exactement, dans le centre de l'association AIPN. Donc, ils voient les cochons ça. Et puis, au fur et à mesure, nous-mêmes, nous avons produit pour compte par nous, et puis nous l'avons augmenté. Les boîtes là, oui. Donc, ça fait 4 l'année, combien on te dit, moi, on fait ça? Oui, ça fait 4 ans. 4 ans. Et qui ça vous va manger là? Concentré. Concentré ou acheté? À sac $10.
Donc ça fait combien de dollars chaque jour? 20 dollars par jour parce que je passe un sac concentré matin, un sac concentré après-midi. Cochon ça yo boit pile de l'eau. C'est pour ça que fait me faire citerne ça et puis pour distribuer de l'eau à l'aide de vous mettez en dalle, mettez une dalle, récupérer de l'eau sous tol là et puis par en bas, un tuyau qui passe dans tout ça, dans chaque tête tuyau il y a une tétine pour cochon boit de l'eau là parce que cochon boit pile d'eau. Donc, faites regarder bien là, il y a un pile salle. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais. 11 salles. Ça fait nous combien total investissement pour ça? Ah, pour me faire un travail comme ça, alors, même si tout pas fait d'un coup, Sophie à mesure, tant que l'élevage a grandi, donc je suis obligé de grandir pour tout. Donc, ça presque là dans 1400 dollars approximativement. Alors là, il doit plus, il doit plus petit. Kounya là, qui j'envoie ça, si le prix vient de la baisser, si le prix Thierry a baissé. Non, le prix Thierry n'a pas baissé, mais... Vous sentez la baisser, parce que là, tout le monde a gagné, là, tout le monde commence à gagner. Acheter, vraiment, comme on vient de dire, le prix va baisser. Alors, le prix vient de commencer à baisser, c'est-à-dire un cochon qu'on a besoin de 350 dollars, beaucoup a 200 dollars, 220 dollars bon pour lui. Et bien, moi, l'idée pas là, en fait, quantité me garder, je ne peux pas garder encore. Donc, combien on va prendre déjà? Bon, on va le garder entre 12 et 15 ou plus. Oui. 2-3 mamans? Oui. 2-3 mamans seulement et puis avec chatterie pour engraissement. Mais est-ce que les gens qui ont acheté dans le là, oui, qui gens ils mettent l'élevage par eux? Qui gens ils font fonctionner? Si nous avons moyen, il fait une pocherie moderne. S'il n'a pas de moyen... Donc là, ça l'a acheté, il a acheté tout manger? Il l'a acheté concentré et puis il fait pocherie correctement. Mais s'il n'a pas l'argent, il va manger local qu'il gagne. Mais ça le bail là comme ça. Les bail pas petit mi, pas maïs, les bail patates pour manger. Et puis graines palmis, tout l'autre manger que les joint dans la localité. Alors parfois les compte qu'on 18 gouttes pour un sac de blé. Mais où quoi cochon ça yo pour le dégager dans conditions ça yo pour maïs, petit. À la vérité faut me dire cochon gumel ça yo manger local là pas développer eux même. Cochon même manger cochon gumel yo même manger mais il pas développer. C'est concentré à développer plus bien. Parce que me dit pas son côté me dit ouais yon que possibilité mettre les pas de possibilité pour acheter manger et concentrer à balai et bien bon il pas grandi. Mais ce schéma de type industriel ne peut convenir à la majeure partie des 800 000 exploitations qui pratiquaient quant à elles un tout autre type d'élevage basé sur la valorisation des sous-produits de culture. Il s'agit pour le paysan moins de produire un maximum de viande dans un minimum de temps que de tirer parti des sous-produits de culture pour les transformer en viande. Ainsi, en altitude, le système de culture ne fournissant durant les premiers mois de l'année que peu de sous-produits, l'animal en croissance ou en entretien devra se contenter des mauvaises herbes de la jachère, puis des mangues, déchets aux fouilles entiers. En juin, juillet, août, les sous-produits du maïs seront mis à profit. Tiges et inflorescence mâle, puis grains avariés au moment de la récolte. D'août à décembre, la ration de base sera constituée par les fans de patates douces auxquels on rajoutera les déchets de cuisine, pelures de fruits à pain et de bananes principalement. Ailleurs, en plaine, le sorgho fournira des sous-produits de décembre à mars, puis les mangues prendront le relais d'avril à juin, suivis par les résidus du maïs. De septembre à novembre, les animaux en croissance devront se contenter des mauvaises herbes fournies par les jachères ou les bordures de chemin. Ainsi alternent périodes d'abondance et de déficit. Deux conséquences importantes. Un tel système alimentaire comportant de telles variations tant quantitatives que qualitatives ne peut convenir qu'à des races suffisamment rustiques. La taille de l'élevage sera directement en fonction de la qualité de sous-produits que l'exploitation sera capable de fournir selon les agrosystèmes. Il faut de 2 à 6 hectares pour produire un cochon de 60 kg. Ainsi, surface et situation écologique de l'exploitation déterminent une charge maximale. La plupart des exploitations pouvaient élever au moins un porc et certaines jusqu'à 6. Dans les conditions requises d'habitat, de santé et d'alimentation, les races industrielles de type large white, élevées dans des conditions tropicales en station expérimentale, passent à 70 kg en 180 jours.
Pour obtenir ce même poids, du fait notamment du caractère saisonnier des disponibilités alimentaires, le paysan entretiendra son cochon, le faisant passer à 20-25 kg en 2 ans, puis la phase d'engraissement qui s'étendra sur quelques mois le fera passer à 70 kg. Ainsi, pour obtenir une même quantité de viande, il faudra 3 à 4 fois plus de temps avec le mode de conduite paysan que dans le système industriel. Ce graphe, à première vue, semble prouver la supériorité de l'élevage industriel. Toutefois, compte tenu du coût de l'alimentation dans l'élevage industriel, la marge est la même dans les 2 systèmes. Dans chacun des 2 systèmes d'élevage, industriel ou paysan, le prix d'achat du porcelet est d'environ 10 $. L'amortissement des équipements par animal produit est nul en élevage paysan, alors qu'il est de 20 $ dans le système industriel. Puisqu'il valorise des sous-produits, le coût de l'aliment est nul en système paysan, alors qu'il s'élève à 80 $ en élevage industriel. Le total des charges par animal s'élève à 10 $ dans un cas et à 110 $ dans l'autre. Au bout de 8 mois, le cochon industriel est prêt pour l'abattage et est vendu 150 $. En système paysan, il faudra 24 mois pour atteindre ce stade. Nous attribuerons donc le tiers de sa valeur au cochon paysan, soit 50 $. Bilan, on constate que par cochon, la marge dégagée en 8 mois est identique dans les 2 systèmes. Ainsi, au niveau de l'unité de production, produire du cochon exclusivement par le système industriel implique de concentrer les unités. Dans ce système, les 30 000 tonnes de viande annuelle pourraient être produites par 400 unités modernes de 50 truies. Même chez des paysans aisés qui, comme nous l'avons vu précédemment, entretiennent 3 à 15 truies, 2 à 10 000 unités suffiraient. Et ces mêmes 30 000 tonnes annuelles étaient jusqu'à l'abattage des porcs effectivement produites par 800 000 exploitations, fournissant en moyenne un cochon tous les 2 ans, représentant une valeur ajoutée de 64 millions de $. Le système d'élevage paysan présente l'avantage important de valoriser les ressources locales, alors que l'élevage industriel fait appel à de l'importation d'aliments qui coûtent fort cher. Même si certains sous-produits de culture peuvent être récupérés, il faudra importer au moins 60% de l'alimentation, soit pour le niveau antérieur de production, un coût en devise de 22 millions de $. Du choix apparemment neutre et purement technique d'une race de porc découle tout un système économique. En effet, imposer une race de type large white aux paysans, c'est exclure le paysan de la production porcine. En effet, comme on pouvait s'y attendre, ces races industrielles se sont révélées complètement inadaptées en milieu paysan. Vous avez battu là depuis matin, cochon après les. Non, qu'on fait depuis matin, on bat là, non? Ah, ça fait comment après les comme ça? Oui. C'est beau, même cochon ça? Oui, pour moi. Un cochon gris mêlé? Oui. Ça fait longtemps dans la main? Il connaît à 8 mois, non? Il est bien profité, comment? Eh bien, d'abord, ça fait le fait de profiter, avant de m'acheter manger pour l'envie. Mais au compte, joindre manger à facile. Non, là, nous pas rencontrer avec facile, parce que nous manger avant à 6 $, 7 $. 8 $, mon laisse pas gain comme pour acheter. Obligé de balti feuille, mais ti feuille le bali, ça fait pas qu'à garantie pour ça. Mais l'on vient acheter là, c'est les font développer différent. Il va pas profiter même genre cochon créole pas non? Non, il pas profiter même s'il a profité plus, mais pour le profiter plus là, c'est difficile pour faire. Pour bal piquer pour un soin à lui, acheter manger, mais l'on pas venir manger, on guise pour l'avantage devant tourner derrière. Donc vous sentez si vous continuez à tout manger ça ou pas joindre l'argent de mettre là-dedans? Non, vous dépensez plus. L'argent t'acheter là. L'argent t'acheter cochon pour occuper cochon qu'on y a, coûter un peu plus. Cochon ça, depuis vin gagner, nous avons dit nous pauvres, enfin le vin fait nous plus pauvres, parce que nous avons des soins cochon, nous avons cochon, nous-mêmes nous va gagner peut-être. Et qui ça me dit qu'on baille cochon à manger? Eh bien, premier cochon de gagner, on va gagner palmise, bois patate, n'importe bagaille, tout bagaille nous servir dans la cuisine, quand on cochon ça te manger. Eh bien, on doit servir à même manger ça pour cochon ça? Oui, cochon ça, nous balil, nous manger, mais il pas fortifié. Il pas développé. Si c'est manger qu'on va cochon créole là pour manger, lui-même c'est pour le retour ça tout petit. Il pas avantagé.
Ces cochons créoles, tu as développé même gens? Cochon c'est boîte le ça? cochon créole là. Il t'a développé plus, ça fait le t'a développé plus. Il mange ça, il me fortifié. Mais c'est là, il faut que c'est manger pour acheter bail pour. Ben, nous devons manger, acheter manger tout le temps, c'est pas un problème ça. Mais manger acheter. Vous sentez ou pas qu'à faire? Cette politique, ce choix technique au nom du modernisme, se traduit, mais ceci ne sera jamais chiffré, par des départs vers les bidonvilles, voire par des vies humaines. En effet, retirer à la grande masse des exploitations l'opportunité d'élever des porcs, c'est retirer annuellement un tiers de son revenu aux paysans. Globalement, cela revient à concentrer sur quelques milliers d'unités un revenu autrefois réparti sur l'ensemble des 800 000 familles du monde rural, tout en induisant 22 millions de dollars d'importation annuelle supplémentaire. Le choix des races en Haïti, il a été un peu imposé au départ par les Américains, je crois, qui ont, par un calcul économique grossier, je dirais au départ, pris l'option de l'élevage industriel pour pouvoir approvisionner en termes de quantité les besoins en viande porcine en Haïti. Et puis disons, il y a la deuxième option pour laquelle nous sommes battus avec beaucoup d'autres personnes, en Haïti notamment, c'était la voie rustique. On a essayé d'imposer une voie plus rustique avec des animaux là aussi adaptés à leur système de production. Et c'est pour ça qu'on a essayé de mettre en place cette filière rustique à partir de porcs créoles et puis de porcs croisés gascon-chinois. Je crois qu'il ne faut pas mettre en opposition le système industriel et le système traditionnel, je dirais. Je crois qu'il est important de maintenir les deux options de façon à ce que les décideurs et les agriculteurs puissent faire eux-mêmes leur choix. Si on laisse un seul système, il n'y a pas de choix. Fort heureusement donc, dès le début de l'abattage, des agronomes, des organisations non gouvernementales, l'Église et la coopération française se sont mobilisés et à force de persuasion, ont pu mettre en place des propositions techniques de repeuplement adaptées aux conditions de la production paysanne, en profitant de tout le capital génétique existant dans le monde. Ces animaux, qui seront bientôt mis à disposition des paysans, permettront de sauvegarder cette composante essentielle de leur système de production. Expliquer la souhait pas midi. Camper sous les liés avec l'idylle, il doit demander pour qui maïs prend 3 mois pour le grandir. Fait des richesses sous ça senti, qui j'en l'accepte mal éli. Entrer l'enfant l'endou les lits, n'a ouais qui remède font massif pour nous bali pour nous faire les guérir. Malgré toute force, c'est manchette, c'est victoire, c'est la tête qui s'en prend chercher dans la prière. Si nous voulons porter quoi notre père, la misère, pas lumière des voix croisées, pas cap fait la guerre. C'était collecte solution claire. Si le départ des Duvalier en février 86 a créé les conditions d'un débat plus ouvert sur la question paysanne, la fin de la dictature n'a pas pour autant résolu la crise de l'agriculture et de l'économie haïtienne, tant s'en faut. Certes, on ne s'attendait pas à voir le pays rompre avec toutes les injustices séculaires dont est l'objet la paysannerie. Mais chacun espérait que les gouvernements de l'après-dictature travailleraient à la revitalisation de l'économie paysanne qui engage 80% de la population. Cette revitalisation devrait passer par des mesures urgentes visant la diminution des taxes sur la production, l'appui aux paysans contre les abus de toutes sortes, expropriation, prélèvement foncier, injustice, etc. Ainsi que la garantie d'un minimum de protection des prix pour l'écoulement de ces produits. La stratégie adoptée par les nouveaux dirigeants ne prend malheureusement pas en compte la question essentielle, celle de la paysannerie. Monsieur Leslie Delatour, il y a une politique financière d'ouverture qui a été faite. Est-ce que, d'après vous-même, il n'est pas représenté un véritable danger à la longue qui est capable d'aboutir à ça, nous sommes capables de destruction produit national là? Non. La réponse est non, non, non et encore non. Parce que là, je pense que il y a pile confusion dans l'esprit mondial. Première réalité, c'est que Haïti est un petit pays. Donc, il y a un effet de taille. Un petit pays, pas de même relation avec l'étranger qu'un gros pays. Ok? Ça, l'Inde, ça, le Brésil capable de faire, Haïti pas capable de faire. Ça, l'Union soviétique capable de faire, la Hongrie pas capable de faire.
Ça, la Chine capable de faire, le Laos pas capable de faire. C'est pas une affaire de régime économique, c'est pas une affaire de régime politique, c'est une affaire de taille pays. Le problème de l'ouverture de l'économie haïtienne sont faits inéluctables qui découlaient de ce que l'économie en pitié. De façon sorte parler là, ou laissez-moi comprendre que grand pays a eu politique, petit pays a eu politique. Mais les États-Unis, par exemple, comme un gros pays, une grosse puissance industrielle, ils sentent nécessité pour protéger tête li. Par exemple, on est là, nous avons un problème avec le Japon. Nous avons un problème dans la question achat, vente, exportation, importation avec le Canada. Mais pour qui ça nous-mêmes, gros pays, ça a protégé tête, et puis nous-mêmes, petits pays, a encouragé nous ouvrir l'estomac nous, de façon pour tout le monde capable de rentrer libre et calibre. Non, ce problème, c'est pas comme ça le poser. Le problème, c'est que quand gros, quand petit, là où mettez des entraves ou bien des barrières à commerce international là, il y a un coût social important. Un bon exemple. Il y a des études et il y a des calculs économétriques qui montraient qu'aux États-Unis, le coût moyen pour consommateurs de restriction à l'importation de véhicules automobiles du Japon s'élève à plus de $2000 par voiture. OK? Donc, vous multipliez ceci par le nombre de voitures achetées et vous arrivez à des chiffres astronomiques. Ça arrive dans cas gros pays, ou t'as qu'à le cas de la communauté européenne, la France par exemple, qui sont pays qui pratiquaient une politique qui est très, qui était pratiquée jusqu'à récemment une politique protectionniste et une espèce de forme de colbertisme, de mercantilisme, etc., etc. Ils ont subventionné l'agriculture, bah comme ça. La différence entre les grands pays et les petits pays, c'est que le coût social là, relativement plus tolérable pour grands pays que pour petits pays, parce que ils sont plus riches. C'est-à-dire que le gouvernement américain, son luxe que le pays tête li, étant donné que le pays a fini de développer, le pays a relativement à l'aise, donc il doit s'ouvrir dans un certain sens, fait être une fantaisie que de mener type de politique ça. Mais le résultat est le même pour les deux pays. Quand gros petit, l'on fait mes commerces là, l'on mettait des restrictions à l'importation, l'on mettait des handicaps à l'exportation, ou créer un coût en l'économie. Sauf que plus ou gros, plus pour le commerce international là, relativement moins important pour vous, donc plus coût qu'on gagne pour payer faible. Mais vous payez quand même. Son coût que vous capable de payer le luxe de faire face à lui. Mais leur petit ou pauvre ou pas gagner. Le postulat des nouveaux dirigeants est donc clair. Il n'y a pas de production nationale digne de ce nom. Les centaines de milliers d'exploitations agricoles qui génèrent plusieurs millions d'emplois et qui produisent annuellement plus de 600 000 tonnes de céréales en riz, maïs, sorgho, plus de 400 000 tonnes de tubercules, manioc, patates, ignames, sans compter les autres productions végétales et animales, sont ignorées. Selon les dirigeants, il n'y a rien. Pourquoi donc fermer l'économie ou pratiquer une quelconque protection? Les ports sont ouverts au commerce de toutes sortes de produits. Le nouveau code douanier, bien que prévoyant une taxation nominale de 50% sur les principaux produits céréaliers, n'a cependant dans la pratique aucune signification. La contrebande l'a mal nommé bat son plein au vu et au su de tout le monde depuis plus de 18 mois. C'est la mise en œuvre déjà engagée depuis la dictature des recommandations des institutions financières internationales. Ouverture de l'économie aux produits étrangers et orientation de la production, tous produits confondus, vers l'exportation. L'objectif prépondérant est de rééquilibrer la balance des paiements. Les objectifs d'emploi sont relégués au second plan. Les premières réponses des paysans ne se sont pas fait attendre. La guerre du riz a éclaté. Des producteurs de riz de la vallée de l'Artibonite interceptent tous les véhicules transportant du riz américain passant par l'Ester. Des batailles rangées opposent commerçants de riz importés et producteurs. On enregistre des morts et des blessés. Des affrontements ont lieu en cascade dans tout le pays. Mais le laisser-faire, le laisser-aller de la politique libérale aveugle est maintenu. Le riz importé donne le signal. Les prix du riz local baissent drastiquement.
Les prix d'autres produits locaux, maïs, sorgho, auxquels se substitue le riz importé, chutent. Dans la pratique, la situation est encore plus grave que ne le disent les statistiques officielles. La tendance à la récession, de l'ordre de 20 à 30% au niveau des prix à Port-au-Prince, semble être beaucoup plus accentuée au niveau des revenus des agriculteurs paysans. Il y a mévente et les stocks s'accumulent chez les producteurs. Nous avons 300 membres dans l'association. Et nous à combien là? Bon, maintenant c'est le comité directeur qui est réuni, ce n'est pas tout le monde. Chaque semaine, nous réunissons à discuter en question. Voilà. Et qui ça l'a discuté là, je dis? Bon, précisément, nous avons plusieurs types de questions, mais normalement, nous avons une question qui est très importante, qui tout à fait, qui bat plus le problème, c'est la question à faire du riz. Et sur lui, nous avons discuté là. Qui question? Qui cause là? Bon, me fait là. Affaire du riz. C'est lui-même seul, nous produit dans la vallée. Mais du riz, après rentrer sur Miami, venir envahir du riz noir. Ça fait prix à tomber. Ça fait prix à tomber. Et d'après nous-mêmes, ça fait prix à baisser. Bon, l'essentiel, nous observons le mot. Je ne suis pas d'accord le mot contrebande. Nous n'entendons pas contrebande, c'est un bagage qui vient en cachette. Ouais. Et que nous ne livrons les faits. Mais cependant, nous avons retiré le mot contrebande, nous remplacé par le mot complot. Parce que dirigé. Pas de taxe tombée sur lui et il fait avec voix. Il passait dans le proa, on dit c'est un complot de certains commerçants. Vous voyez, pas dans le même petit mot commerçant parce qu'on nomme qui commerçant au sens légal. Vous voyez, il y a un businessman avec le gouvernement sur place là, plus ou moins côté du pays côté du sortir. C'est pourquoi nous obligés de grouper en association. Et c'est pour nous dire que nous avons lutté en pile, nous gourmets en pile. Nous employons plusieurs techniques déjà, nous n'avons pas réussi, nous avons arrangé nous pour nous suspendre l'entrée de riz avec fausse poignette. Ça veut dire qui ça alors? Eh bien, commencer par couper route et puis pour machine par rentrer avec du riz dans le nord, rentrer Port-au-Prince. Nous-mêmes, c'est commerce du riz n'a fait? Oui, commerce du riz n'a fait. Ça veut dire nous qu'on a acheté du riz pour vendre sur le marché Port-au-Prince? Oui. Et avec affaire de contrebande là? Avec affaire de contrebande là, le commerce n'a pas marché. Rien n'a pas marché pour nous. Ça veut dire nous qu'on a vendre du riz Port-au-Prince? Oui. Et puis nous pas gagner la vente? Pas gagner la vente. Quand nous arrivons, nous allons vendre du riz Port-au-Prince. Quand nous arrivons, nous pas de côté pour déposer des charges. Nous mettons dehors, dépôt engagé avec du mayal. Nous mettons les charges dehors et puis la pluie vient, parfois ils mouillé. Mais pour nous vendre, nous ne pas capables de vendre. Dans une semaine, combien de sacs de riz on vend comme ça? Dans une semaine, nous avons fait 8 jours pour nous vendre. Nous avons fait 2 sacs de riz, nous avons fait 8 jours avec lui, nous ne pouvons pas retirer pièces là-dedans. Parfois, on allait, nous quitter. Nous payons machine, nous venons. Et longtemps, vous avez vendre combien? Longtemps, nous avons vendu 20 sacs, nous avons vendu 15 sacs dans 7 jours. Dans 8 jours? Non. Nous avons 7 jours. Nous vendons 20 sacs, c'est la quantité ça nous voter. Nous avons fini de vendre. Mais quand on met pour 7 sacs de riz, on doit faire 4-5 jours avec le bain pour acheter le monde. C'est dire Miami. Le dernier monde, c'est dire Miami, on mange. Les producteurs des cultures vivrières des Mornes sont également concernés. Les consommateurs boudent les céréales traditionnelles au profit du riz importé. Qui va l'être au travail comme ça? 3 quarts. Moi-même, carreau et demi. Et qui ça nous fait beau ici? Bien, ça nous fait maïa, nous faisons maïa pour nous vendre parce que nous gagnons. Pour nous renouveler ça nous fait comme cultivo ici. Ça nous fait maïs, pois, pitimi, patate. Et maïa, prix à bon, là? Prix à pas bon. Maïa fait 2 gouttes de demi. Et combien de temps l'année passée? C'est 6 gouttes. 6 gouttes? Oui. Dans le même mois? Oui. Et patate là, combien de temps? Patate là, pas rien du tout. Patate là, même on peut aller marcher pour qu'il pour avec. Et combien le vendent? Bien, quand il y a patate là, chaque patate là, tu vends 20 gouttes. Tu vends 20 gouttes l'année passée. 20 gouttes l'année passée? Oui, et année ça, combien? Année ça, elle vient vendre 15 gouttes. Donc ils font petit baisser? Ils font petit baisser. Et petit mia même? Petit mia, on vend. On goutte. On goutte? Oui, mais qu'on y a, elle vient vendre 50 centimes. Il n'y a pas besoin. Tout bagaille n'a pas besoin de baisser alors? Oui, tout bagaille baissé. Mais ça fait le baisser alors? Bien, ça fait le baisser. Rapport
Des diri avec tout le monde, c'est diri à vous voulez manger. Ah, diri à manger. Oui. Pas manger maïs, ou pas manger petit mion. Non, il faut me libérer. Qui va nous un problème qu'on a là. Diri à combien le vendre là? Bien, diri à qu'on allait vendre goût de vin. Ah, ils vendent plus bas passer maïs. Goût de vin. Si nous pas faire petit mi, nous pas faire maïs, nous pas faire il pas vendre encore. Qui ça nous va le faire là? Bien, nous décourager, nous n'allons pas. Nous pas porter sous marché encore. Nous décourager. Nous pas besoin de faire tout jardin maïs ça encore. Nous décourager. Et qui ça nous va le faire? Bien, qui ça nous va faire? On a continué à faire maïs toujours, petit mi? Non, c'est qu'il faut pas nous. Possible pas vendre. Possible pas vendre, nous décourager. Nous décourager, mais pour nous engrais en temps, c'est engrais qui a payé nous, mais engrais à trouver cher, et puis maïs à pas vendre. Mais oui. Les cultures industrielles qui fournissent de la matière première aux agro-industries sont également frappées. Quelle quantité vous avez planté, Anessa? Planté au moins 3/16e, parce qu'il n'y a pas d'activité. Et combien vous avez planté? On a planté 1,5 hectare. 1,5 hectare? Oui. Et Tika, ça a dégagé tout le tabac là? Non, c'est tellement ça découragé nous. On était écrasés et puis moi. Vous avez un gros séchoir? Gros séchoir, 125 pieds de long. En quelle année vous avez fait ça? Depuis 78, on a commencé avec comme il faut. Et puis comme il faut, j'ai un petit gens moqué nous. Pas jeune prix. Donc en 85, vous avez continué? 86, vous commencez à descendre? Oui, on commence à descendre. 87, je balade dans le dit tout, ça c'est un petit planteur qui était un petit côté, et puis il a travaillé avec moi, association nous deux. Et vous-même, quelle quantité de tabac vous avez fait? Bon, je suis planté 1 hectare. 1 hectare? Et après, je planté 2 carreaux. Quelle année ça? L'année passée? En 86, oui, 86. Mais année ça, je n'ai pas de chance. 87, tu n'as pas de chance? Je n'ai pas de chance parce que le prix a baissé. Autrefois, je vends 13 gouttes, 10 gouttes, 7 gouttes, au minimum 5 gouttes, mais cette fois-ci, je descends à gouttes, 2 gouttes. 2 gouttes? 2 gouttes même, la tête. Si golet. Donc ça fait année ça. Tu ne pas planter tabac? Je ne pas planter. Je ne pas planter tout. Donc, mais si nous ne pas gagner tabac là, qui ça nous va le faire là? On a planté pois maïs. Pois maïs? Pour faire. Prix à bon? Non, pas tellement bon. Parce que les marchandises importées, importées par exemple, du Miami, pois Miami, tout le Miami. Ça fait prix à baisser comme ça? Ni pour tabac, ni pour maïs? Eh bien, ça fait prix à baisser. Il y a des cigarettes qui rentrent comme il faut qu'on prenne la main en grande quantité. Lui-même, il vient de babaye pour les nous-mêmes, nous décourageons de planter. Et sans planter des mais comme il faut, comme dehors. Le al vendre, les machins ne peuvent pas acheter, le prix doit acheter. Parce qu'il n'y a pas un côté pour le vendre lui-même. Eh bien, mon cher, qui ça n'a pas le faire là? On a quitté Bayo sans pas planter alors? Tout est que nous gagnons là? Parce que sans planter, parce que tout est en variété vague. Non, mais comme il faut nous vivre nous-mêmes. Faut nous vivre. Nos produits alimentaires, il faut continuer à planter. Juste peut-être ça va capable de changer. Mais qui joue ça va changer? Ça va capable de changer. Si le contrebande d'assis pas rentrer, du riz d'assis pas rentrer, l'autre bail d'assis pas rentrer, juste pour production pas nous rentrer avant. Ça nous on d'accord faire alors? Eh bien, ça nous on d'accord faire. C'est le bon continuer, le pas occuper non. Ainsi, du fait de l'ouverture du marché haïtien, les cours des produits locaux ont dû s'aligner sur les prix plus bas des produits importés. Les bas prix de ces produits importés sont en fait des prix subventionnés qui ne reflètent aucunement les coûts de production des agriculteurs de pays exportateurs. Ceux-ci, en effet, reçoivent un soutien sous forme de crédits fonciers, de subventions à l'exportation, etc. Tandis que l'agriculteur haïtien, qui ne bénéficie de soutien d'aucune sorte de la part de l'État, évolue dans un milieu dépourvu d'infrastructures de base. Pétitions, marches et manifestations de toutes sortes n'ont pu faire évoluer la politique de libéralisme excessif conduite par les dirigeants actuels qui vise à renforcer les industries de sous-traitance héritées de l'ère Duvalier. Or, compte tenu de la compétition internationale, celle-ci ne peut se développer qu'avec un bas niveau de salaire qui, pour sa part, ne se conçoit qu'avec des prix aux consommateurs très bas. Si le prix du arrêté comme ça, avenir de moun yo en jeu. Question à l'école, nous n'avons pas besoin de commencer par l'école de ça du tout. Et nous même pour la vie, pas nous, enfin pas gagner encore.
nous pas gagner droit à la santé parce que nous pas à l'hôpital. Mais cependant, nous avons un problème de corruption qui a obligé à augmenter. Là comme ça, petite nous, maintenant même génération, non même ça les possible dans ce sens que nous allons renforcer bidonville dans Port-au-Prince. Oui, les ça, on prend augmentation bousinerie dans Port-au-Prince. On prend son bagage, nous pas qu'à rondil, parce que c'est normal. Vous voyez, nous pas qu'à rondil. Les ça, dans ce sens que les petits garçons même, il y a plus vagabond. On prend, il y a une tourner un petit relais, plus macaron. On prend délinquant. Il ne s'agit pas pour autant d'enfermer l'économie dans une quelconque autarcie. Une certaine ouverture intelligente, tenant compte des conditions de la production locale, doit être recherchée. C'est une question de dosage. Cette politique économique, misant d'abord et principalement sur la sous-traitance, parce qu'elle met en question la vie même des agriculteurs et de leurs familles, accentue l'exode rural, l'émigration vers les bidonvilles et pour les plus chanceux, l'étranger. Les nouveaux emplois générés par cette artificielle industrialisation ne pouvant en aucune façon récupérer cette débandade. Et l'aide internationale transitant par l'État, si généreuse soit-elle, serait-elle même dépourvue de tout calcul politique ou économique, ne peut, dans un tel contexte anti-paysan, être pleinement efficace. À la faveur du 7 février 86, le volume de l'aide française a doublé de manière globale. Je parle des subventions, donc des dons du ministère de la Coopération, puisque nous étions en 86 à 50 millions de francs et que nous sommes en 87 à 110 millions de francs. Il s'agit uniquement des dons. Si j'ajoute la partie prêt de la Caisse centrale de coopération économique qui intervient ici, mais des prêts à des taux concessionnels, ça ferait environ 200 à 250 millions de francs selon les projets bancables. À ce moment, le montant de l'aide est 100 millions de dollars. Ce montant a doublé après la chute des Duvalier. De ce montant, environ 40 millions de dollars sont réservés pour le secteur agricole et pour le développement rural. Les politiques économiques mises en place par les différents gouvernements qui se sont succédés à la direction du pays tout au long de ce siècle ont toujours été menées à côté, quand ce n'est pas contre le paysan, qui représente les 3/4 de la population d'Haïti. En fait, ces gouvernements ont toujours eu la conviction profonde que le paysan, sa petite exploitation familiale marchande, la logique économique qui la sous-tend, sont à l'origine de cet état de sous-développement. Le rêve de ces gouvernants a toujours été de convertir le paysan, ce mal du pays, par la contrainte, s'il le fallait, à d'autres logiques économiques, souvent peu adaptées aux conditions. Et pourtant, ce sont ces petites exploitations familiales qui ont jusqu'ici généré le plus grand nombre d'emplois au niveau national et ont permis, jusqu'à la période récente, de nourrir la population. La crise des exploitations familiales, qui a son origine dans des causes structurelles, ne peut être surmontée qu'à la faveur d'une réorientation de la stratégie des gouvernements et de l'État haïtien. Que l'État contribue avec la paysannerie à mettre en œuvre des solutions visant à lever ces contraintes structurelles. Que l'État se réconcilie avec la paysannerie, donc avec la nation. Comme rive l'injustice la vie, comme cap rendre compte de ça me produit. Comme cap d'ici c'est pas appui me chercher où ces positions me derrière créer dans la vie. Comme quoi me gon idéologie. Ceux-là sont haïtiens, d'autres sont péruviens, mexicains ou brésiliens. Chacun mène son combat, bien sûr, mais tous participent dans la même lutte contre l'état de jungle qui entraîne les paysans du tiers-monde dans les soutes de l'histoire. Ils sont là, pêle-mêle, recroquevillés avant le grand voyage vers la ville, vers l'étranger, vers une autre société, une autre économie. Ils sont là, à 2 doigts de la débandade, car le voyage est sans issue. Il n'y a pas de place pour eux sur l'autre rive. Ils sont déjà plusieurs centaines de milliers au milieu du gué,
à voir briller les lumières sans pouvoir les atteindre. Alors, tant qu'on le peut, il faut rester dans les mornes. Mais si l'on ne peut vraiment plus, alors il faudra bien franchir les barrages et la prendre, cette ville, ou tout casser. Les papes j'aime suspend tomber, les hommes en vont toujours rêver. Prends courage, lève tête, garder, ciel bleu, mauvais temps parler. Y'a va comprendre, c'est tout bon frère. Nous appuyer son petit bois jour. Pas qu'à permettre moi dire que nous fous. Maladie pas bon mais diol pas goût. Si elle plaît mauvais temps parler. Y'a va comprendre ces vérités. Pape Jean pi malo, m'a toujours pi bien. Mes amis, même si m'en de charité, la vieille famille, grand goût, m'pas qu'à manger, m'toni, m'pas qu'à payer. Mon seul petit la gueule d'irriter le caïla, yo fait complot, yo voye la marché pour m'ka pi malheur. Pas j'aime pi malheur, m'a toujours pi bien. M'a évolué l'anti-société jusqu'à présent qui pas qu'à compte qui s'allie. Si le propriétaire ou s'il des moitiés, car si elle est mauvais temps parler, y'a va comprendre c'est tout bon frère. Yon ti maman te cap la montée. C'est ti monde mouillé, c'est ça te voulait. Ça va pi mal, oui, grâce à Dieu. Ciel bleu.